commencer, je l'aurais vu, peut-être que le professeur Lerme nous présente les activités du CESIM, moi je ne les connais pas très bien. Je sais que vous vous intéressez aussi à la simulation numérique, est-ce que vous pouvez nous présenter ces travaux? Notre première application de simulation numérique, on l'a débuté avec Virtualis. C'était notre premier module. Je pense que c'était le plus beau qu'on ait jamais mené, c'était le mieux construit, c'était bien réfléchi. Donc c'était un petit module tout simple, avec un petit objectif tout simple qui était la prévention des risques domestiques. Donc on avait travaillé avec Olivier Marc et Virtualis sur le sujet. C'est un petit jeu vidéo. On a virtualisé notre appartement de simulation, qui est un vrai appartement au milieu de vie. On l'a entièrement virtualisé, puis on peut se promener à l'intérieur de l'appartement, repérer les différents risques domestiques, comme si on était un ergonome. Une fois qu'on a joué le rôle de l'ergonome en repérant les différents risques, on se met dans la place de la personne âgée avec des handicaps, en particulier des handicaps visuels, et puis on va se balader, jouer son petit scénario. Et ce module-là, on l'avait couplé, justement, on avait beaucoup travaillé avec la faculté d'Orléans et le master d'ergomotricité. On a créé un module de formation complet qui allait avec les personnes jouer d'abord un petit peu sur l'ordinateur, se placer dans le contexte, faisait ressortir toutes leurs connaissances antérieures. Une fois qu'elles avaient joué, on les remettait en simulation réelle dans l'appartement avec un simulateur de vieillissement, des enraidissements des articulations, des lunettes qui restreignent la vue, des poids aux chevilles pour avoir un peu plus de mal à se mobiliser. Et puis la personne qui était transformée en personne âgée rejouait exactement le même scénario que celui qu'elle avait fait dans le jeu vidéo. Donc c'était un module assez complet, assez bien construit, avec des apports théoriques bien entendu, parce qu'on ne supprime jamais les apports théoriques. Puis ça durait à peu près une journée de formation. Mais c'était un super petit jeu vidéo, un très beau module pédagogique, mais un échec total parce qu'on s'est totalement trompé de cible et qu'on n'a jamais réussi à faire plus que deux séances pour trouver notre public. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait avec Virtualis, ça marche très bien. En tout cas, il est très beau ce jeu vidéo. Puis on a commencé à faire d'autres choses. On a surtout un gros projet, j'espère, qui va être mené cette année sur la gestion des voies aériennes. Ça intéressera au moins Brigitte. Donc intubation, trachéotomie, cricotomie. Donc on espère arriver à le mener à bien. On sait qu'avec Virtualis, on aura les moyens en tout cas de le faire. Mais là, c'est plus des gestuels techniques très ponctuels et des checklists et des procédures à dérouler comme ça. Merci beaucoup. Monsieur Gagné, en tant que chargé du numérique à l'université, qu'est-ce qui se fait à l'université numérique? Est-ce qu'on pousse les innovations numériques? Est-ce que c'est encouragé? C'est ma première question. La deuxième, ce sera sur l'aspect recherche. Vous pouvez nous présenter un petit peu vos travaux, un peu plus en détail. Oui. Alors, sur la politique liée à l'innovation pédagogique et numérique à l'université. Alors il faut savoir qu'à l'université de Brest, on a un vice-président, plutôt une vice-présidente en charge de l'innovation pédagogique. En fait, Catherine a déjà occupé ce poste-là. La vice-présidente actuelle, c'est Anne Bordron, donc c'est elle qui est plutôt en charge de l'innovation pédagogique. Et pour ce qui est du lien avec le numérique, donc moi je suis vice-président en charge du numérique qui est un domaine beaucoup plus vaste, hein, c'est-à-dire qu'on va des infrastructures, des réseaux, des bornes Wi-Fi, jusqu'à la documentation électronique qui est proposée aux étudiants via le service de documentation de l'UBO, les BU. Et donc, pour ce qui concerne l'innovation pédagogique avec le numérique, on a mis en place un certain nombre d'outils concernant déjà l'innovation pédagogique, un certain nombre d'outils qui permettent de repérer les acteurs de l'innovation pédagogique, les enseignants qui mettent en place des dispositifs pédagogiques nouveaux. Alors, un outil notamment qui a été mis en place par Catherine d'ailleurs, c'est le PADP, donc le programme d'appui au développement de la pédagogie. Donc ça se traduit chaque année par un appel d'offres où on va demander aux enseignants qui ont mis en place ou qui souhaitent plutôt mettre en place une innovation pédagogique de répondre à cet appel d'offres et on va aider ces enseignants ou ces équipes pédagogiques par des moyens financiers, par un appui technique ou pédagogique ou par du temps qui leur est attribué. On va les libérer sur leur charge d'enseignement, par exemple. Tu peux me corriger hein, si je dis des bêtises. Mais l'idée, c'est qu'après, il y a un rendu à la communauté, voilà. C'est-à-dire après avoir expérimenté de l'innovation pédagogique, on puisse en parler à une communauté et faire un état des lieux, des points de vigilance à avoir, et puis que ça puisse servir au collectif après.
Et dans le cadre de... Voilà, des assises de la pédagogie, qui est le deuxième outil qu'on a mis en place. Donc là, on s'intéresse vraiment à l'innovation pédagogique et à la pédagogie au sens large. Et avec les assises de la pédagogie, en fait, on a déterminé depuis 4 ans maintenant un temps où l'université s'arrête de fonctionner pendant une journée. Et on réunit les enseignants-chercheurs, les étudiants, les personnels administratifs et personnels des bibliothèques et autres, et on discute de pédagogie. Et chaque année est abordé un thème différent. Et en 2016, justement, on abordait le thème du numérique. Donc enseigner et étudier avec le numérique. Ce qui nous a permis de travailler sur l'organisation de 34 ateliers différents sur la journée. Vous voyez que le numérique, c'est assez riche. Au niveau de la pédagogie, donc ça pouvait aller de l'utilisation des tableaux blancs interactifs à la classe inversée et l'utilisation de plateformes d'enseignement à distance par exemple. Donc voilà un deuxième outil qui est proposé, qui permet en fait de disséminer par exemple des idées qu'on a pu repérer au niveau des PADP. Et le troisième outil, alors cet outil-là existe depuis longtemps, c'est le SIAM, le service d'ingénierie d'appui à la médiatisation de l'enseignement, qui va former en fait les enseignants à l'usage de différents outils ou à de nouvelles approches pédagogiques. Donc vous voyez qu'avec cet ensemble d'outils-là, on peut disséminer en fait ces nouvelles approches pédagogiques à travers l'université. Alors, pour compléter, alors, sur l'usage du dispositif ou des différents dispositifs, disons qu'un axe politique fort de l'UBO, c'est d'avoir la simulation en fait comme un marqueur UBO. La simulation, on l'a à travers le numérique, notamment au CESIM. On l'a dans d'autres UFR, dans d'autres facultés de l'UBO. Par exemple, en faculté de droit, où on a un dispositif qui s'appelle le Prétorium, qui est une salle d'audience reconstituée et qui permet à des étudiants en droit de défendre des dossiers, de faire une plaidoirie en fait, et ces étudiants vont être filmés avec des équipements numériques. On a une régie qui permet de rejouer en fait le comportement des étudiants, les prestations des étudiants qui vont être corrigées par leurs enseignants. Alors on peut prendre toutes les UFR comme ça, mais ce sera peut-être un peu long. On a évoqué tout à l'heure l'Open Factory en fac de sciences. Ici, on n'est pas sur la simulation, mais on est sur l'apprentissage par le faire, l'apprentissage par l'action. Donc une autre approche pédagogique. En fac de lettres, on peut avoir Calliope, qui est le centre de notre super labo de langue, en fait, le centre de ressources multimédia pour l'apprentissage des langues étrangères. Et puis, on peut décliner ça sur l'ensemble des composantes de l'UBO. Voilà. Et je terminerai sur une innovation encore peut-être liée à l'usage de la simulation et de la réalité virtuelle. Donc au mois de septembre, on va lancer une nouvelle formation, un master de psychologie cognitive, centré sur l'usage de la réalité virtuelle et de la simulation pour l'apprentissage, l'évaluation et la remédiation. Voilà pour avoir un panorama assez complet peut-être de ce qui se fait à l'UBO. Ensuite, la question des activités de recherche. Je sais que vous avez des activités en lien avec le thème de... Voilà. Donc c'est vrai qu'on a travaillé, alors on travaille ensemble évidemment avec Erwan, avec Olivier. Donc moi je m'intéresse à l'apprentissage de procédures en environnement virtuel, mais pas que, et à la compréhension d'instruction. On a mis en place des études qui ont permis justement de mettre en évidence l'apprentissage de procédures en environnement virtuel chez des techniciens de maintenance du char Leclerc. Et on a mis également en évidence le fait que, alors d'une part, on pouvait apprendre en environnement virtuel, et on a mis en évidence le fait qu'on pouvait transférer ces acquisitions à une situation réelle. C'est-à-dire qu'on a comparé des situations d'apprentissage en environnement virtuel aux mêmes situations d'apprentissage par de la formation traditionnelle, et on a comparé les performances en fait de ces techniciens de maintenance de chars qui avaient bénéficié des deux types de formation. On a évalué leurs performances sur une situation réelle. Et on a montré qu'on obtenait des résultats équivalents en fait avec les deux types de formation.
Voilà. Donc ce qui est important pour la réalité virtuelle, en fait, c'est de montrer la validité interne des environnements virtuels. Est-ce que cet environnement me permet d'apprendre en soi? Et la validité externe, c'est-à-dire est-ce que ce que j'ai appris en environnement virtuel, je peux l'utiliser dans ma pratique au quotidien, c'est-à-dire transférer en fait ces acquis à une situation réelle. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne transition. Richard Leclerc, je vais donner la parole à M. Marc. Donc voilà, effectivement, une société assez similaire. Vous avez plutôt sur l'aéronautique, le militaire. Alors à quoi ça sert la réalité virtuelle dans ces secteurs d'activité? Alors je dirais qu'il y a quand même des similitudes avec ce qui se passe dans le milieu médical, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des systèmes dans le médical sur un thème assez compliqué qui est le corps humain, où il y a des risques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'erreurs. Donc on se retrouve aussi à des situations comme ça dans l'industrie, simplement sur des systèmes compliqués comme les avions, on parlait de chars militaires, donc c'est pareil, ce sont des systèmes complexes. Donc les gens doivent être formés sur ces systèmes complexes. Et l'autre aspect au niveau industriel, c'est que faire des formations sur ce type de système, c'est aussi cher. C'est-à-dire que une des problématiques industrielles, c'est le coût de la formation. Par exemple, si on doit former des maintenanciers sur un avion, s'il faut avoir l'avion pour ça, donc ça signifie que l'avion est immobilisé et donc l'avion n'est pas rentable pour les compagnies aériennes. Donc c'est une problématique aussi de coût, simplement d'utilisation des systèmes, qui fait que des choses comme la réalité virtuelle sont intéressantes parce qu'on a, après, suite effectivement à l'expérimentation comme on a pu faire avec Franck, on montre aussi qu'on apprend aussi bien en réalité virtuelle que dans le réel, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de disposer du matériel réel pour pouvoir effectivement faire la formation. Donc derrière, il y a un retour sur investissement direct pour les industriels ou les exploitants de matériel. Donc là, c'est de toute façon intéressant pour les industriels. Alors je pense que pour la santé, c'est un peu la phrase qui est assez représentative qu'on a vue, c'est en fait jamais la première fois sur le patient. Il y a aussi cet aspect qui est important pour le milieu industriel, c'est que dans les systèmes complexes sont souvent coûteux. Donc faire des formations sur ces systèmes réels, ça veut dire aussi prendre le risque de créer des incidents qui vont immobiliser ce matériel-là. Je pense à des choses qu'on a pu faire pour Thales, ici sur Brest, dans le domaine des sonars tractés. Je ne sais pas si vous connaissez ce système-là, ce sont des sonars qui sont lancés à l'eau, accrochés à un câble de plusieurs centaines de mètres. Et ça, ce qu'on lance à l'eau, ça coûte 2 millions d'euros. Donc faire des formations sur le système réel, prendre le risque que quelqu'un fasse une erreur, un stagiaire fasse une erreur, les gens ils sont un peu nerveux quand ils font ce type de formation. Donc l'idée d'utiliser justement des systèmes virtuels, ça permet quelque part de s'entraîner. C'est-à-dire que l'autre aspect qui est intéressant dans la réalité virtuelle, c'est aussi de pouvoir expérimenter longuement, c'est-à-dire de répéter, justement dans un environnement tout à fait contrôlé et où on n'a pas beaucoup de risques. Donc les gens peuvent s'entraîner à cette mise à l'eau et une fois qu'ils vont faire la vraie mise à l'eau, ils seront quand même beaucoup plus à l'aise et ils transpireront moins, je dirais, lorsqu'ils vont faire l'opération que si c'était la première fois et sur le système réel. Donc on a de bonnes propriétés de la réalité virtuelle, donc c'est effectivement des choses que vous avez identifiées, je pense, dans le milieu médical, c'est qu'il y a cet aspect simplement de pouvoir s'entraîner sans risque, répéter les opérations souvent. Aussi, ce qui apparaît dans le milieu industriel, c'est la notion de refresh, de rafraîchissement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une formation initiale, mais souvent la mise en œuvre de certaines procédures se font, ça ne se fait pas tous les jours, donc les gens oublient. C'est-à-dire que s'ils doivent exécuter une opération 3 ans après la formation initiale, ça peut poser des problèmes. Donc l'idée d'avoir des dispositifs virtuels simples à mettre en œuvre, ça permet aussi de faire de rafraîchissement de connaissances et après effectuer les opérations de façon correcte et de façon plus sereine aussi, 3 ans après. Donc on a cette bonne propriété de la réalité virtuelle qui, c'est des systèmes coûteux, des formations qui sont souvent chères, qu'on peut répéter, on a la possibilité avec la réalité virtuelle de répéter souvent les formations. Donc on retrouve en fait les mêmes choses dans le monde médical, c'est un peu les mêmes problématiques. Donc il y a forcément des accointances entre les deux mondes. Et aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que la réalité virtuelle, c'est pas dédié à un domaine, c'est assez transversal. On peut retrouver ça dans l'industrie, aussi bien militaire que aéronautique, mais aussi pour
gérer l'industrie, les usines, la production, la maintenance, etc. Et donc forcément le milieu médical. Merci. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de retour pour la collectivité, et puis c'est vrai qu'en milieu médical, on n'est pas sur des objets toujours très coûteux, mais on a des vies humaines, ce qui vaut très cher. Et du coup, sachez que parfois on fait intervenir l'ARS dans ce type de table ronde. Et moi j'ai découvert que voilà, si on avait un projet de réalité virtuelle ou de simulation numérique ou d'autres types de formations, et qu'on amenait la preuve qu'il y avait justement cet apport pour la collectivité, cet intérêt de santé publique, il y avait des fonds qui pouvaient être débloqués dans le cadre d'appel à projet, etc. Donc c'est aussi une solution de financer des projets de ce type de formation. Professeur Lair, par rapport à ces serious games que vous avez développés, vous avez déployés aux étudiants, est-ce qu'il y a un petit bilan de l'utilisation par les étudiants? Au-delà, j'ai compris, du petit échec sur le premier, c'est ça? Quel est le retour des étudiants? Comment ils... Le problème du déploiement, c'est qu'il est très difficile à faire. La seule chose qu'on a réellement développée, qu'on a réellement déployée, c'est pas les jeux vidéo en eux-mêmes, parce que ça reste très compliqué encore. Arriver à trouver la place, et l'intégrer dans un curriculum, c'est très complexe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé plus des jeux vidéo d'arcade. Donc tous nos simulateurs de réalité 3D haptique, ce qu'on a pour de la gestuelle complexe, que ce soit de l'échographie, c'est de la reconstruction, c'est de la réalité virtuelle. Donc ceux-là, ils sont développés ils sont déployés dans nos enseignements. En particulier, c'est de l'échographie. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait développé un programme de formation standardisé en échographie cardiaque pour la réanimation. On avait développé un curriculum très standardisé, 2 fois 2 heures de cours. On avait tracé une courbe d'apprentissage. On savait que notre étudiant était, pour ces gestes-là, sur patient autonome au bout de 70 patients, enfin 70 gestes supervisés. Et à l'intérieur de ce curriculum, on a juste intégré 2 séances de 2 heures de jeu sur le simulateur d'échographie. Juste 2 fois 2 heures. Alors le simulateur, s'il vaut cher, 90 000 € pour le premier modèle et 120 000 € pour ceux qu'on vient d'acheter cette année. Donc ça reste quand même un petit peu cher. Et la question, c'est est-ce que des simulateurs aussi coûteux que ça peuvent avoir un intérêt? Donc on a retracé la courbe d'apprentissage. On s'est rendu compte que dès le premier geste, sur un vrai malade, l'étudiant était à moitié aussi performant qu'un professionnel de santé, puis surtout il devenait totalement autonome sur, alors c'est bien entendu une cible particulière, quelques gestes, c'est pas toute l'échographie, c'est l'échographie très spécifique, il devenait autonome dès 30 gestes. Il devenait autonome en moitié moins de temps que si on l'avait formé simplement avec un environnement traditionnel. Enfin c'est pas tout à fait traditionnel parce que c'était déjà très standardisé quand même. Donc là c'est rentable. Si on va sur le raisonnement hospitalier un peu rentabiliste actuel, ça veut dire que dès le 30e geste, on va être capable de facturer le geste qui va être réalisé par l'étudiant. Donc c'est très rentable financièrement, c'est très rentable forcément pour le patient, c'est très rentable pour les praticiens qui encadrent parce que leurs étudiants sont autonomes beaucoup plus vite. Donc oui, les jeux tels qu'ils sont construits, si c'est bien réfléchi, si c'est bien intégré dans un curriculum, ça peut être extrêmement rentable. Les jeux vidéo en eux-mêmes, c'est là que c'est compliqué, parce que c'est compliqué de les insérer. D'abord, souvent parce qu'on n'a qu'un seul scénario, on n'a pas une palette de scénarios, c'est ça qui est compliqué. Et puis qu'il faudrait qu'on arrive à les mettre dans le bon planning de cours, dans le bon curriculum, dans le bon déroulé. Et ça, c'est plus compliqué. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas encore complètement franchi l'étape. On les utilise plus comme des démonstrateurs que comme des outils à part entière. C'est tout l'objectif aussi de la plateforme médicative, de pouvoir avoir un panel de scénarios à proposer, peut-être à déployer plus facilement. Madame Archéry, on l'a dit, vous êtes à fond sur la pédagogie. Quel intérêt vous voyez dans ce que j'ai pu présenter tout à l'heure, ce type de solution? C'est ma première question. Et le deuxième, c'est souvent quand on parle de simulation numérique, on va aborder, on l'a dit tout à l'heure, les classes inversées. C'est-à-dire, les étudiants ont peut-être déserté les amphis, mais se former aussi chez eux, voir du contenu en amont, et ensuite revenir en classe pour peut-être débriefer, faire des travaux plus spécifiques. Donc ça, c'est une première thématique. Les classes inversées, également toute la pédagogie active, c'est-à-dire qu'on vraiment est actif de son apprentissage. Voilà. Comment ça peut s'ancrer en fac de médecine, par exemple? Alors,
Déjà, je voudrais signaler qu'il y a des mots qui m'ont rassuré dans votre discours, dans votre exposé, puis dans celui de Erwan, mais ça je ne me dis pas parce que je connais l'approche d'Erwan. Le terme de curriculum, c'est-à-dire quand on inscrit une modalité, il faut que ça ait du sens pour le formateur qui choisit cette modalité. Donc on inscrit à cet endroit-là précis parce que ça a du sens là, et vous avez parlé dans votre exposé d'objectifs pédagogiques. Et je pense que c'est le point de départ. Qu'est-ce qu'on veut enseigner, pour qui, quoi faire, et en combien de temps. Si on se pose ces questions-là, après on est tout à fait légitime pour choisir la meilleure modalité possible. Ça peut être la classe inversée, ça peut être un cerveau game, ça peut être... Mais la question initiale, c'est celle-là. Qu'est-ce que je veux faire, pourquoi faire, pour qui? Et du coup, la réponse du comment, elle vient beaucoup plus immédiatement. Donc pour certains enseignements, j'ai pas honte de dire qu'un enseignement très frontal et très transmissif en médecine peut être tout à fait opératoire. Pour d'autres enseignements, des modes d'enseignement beaucoup plus en système de classe inversée peut être aussi très opératoire. Moi, je mène une recherche qui est en lien avec ce qu'on appelle l'approche socio-technique, c'est-à-dire que je m'intéresse à la manière dont un même événement pédagogique peut être reçu, peut être analysé par celui à qui il est destiné, c'est-à-dire l'apprenant, on l'appelle l'apprenant dans mon jargon, par celui qui le met en place, c'est-à-dire le formateur, et puis par l'institution qui le porte. Ça peut être la composante, ça peut être... Et je m'intéresse aux divergences et aux congruences entre ces trois points de vue. Le point de vue usager, l'étudiant, le point de vue du formateur qui imagine que les effets de ce qu'il met en place, ça va être ça, 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 et le point de vue de l'institution qui donne des budgets pour telle chose ou pas. Et donc moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est où est-ce qu'il y a des points de convergence et où est-ce qu'il y a des points de congruence. Et on se rend compte que ce n'est pas toujours là où on pense intuitivement que les formateurs pensent que ça va rencontrer les pratiques et la construction de l'expérience. Et il y a quelque chose quand même qui me perturbe un petit peu, c'est répéter un geste. Est-ce que c'est l'apprendre? C'est être autonome par rapport à un geste, mais où elle est la construction du sens? Est-ce que c'est juste l'acquisition d'un geste technique? Mais, voilà, je parle de ma chapelle, je parle de l'apprentissage. Est-ce que la répétition équivaut à l'apprentissage? Est-ce que la construction d'expérience n'est pas différent que la répétition? Et ça, c'est des problèmes que je pose et que j'essaie de résoudre sous un format d'entretien avec des études de type qualitative, donc, qui complètent les études de type quantitative avec des mesures comme on peut faire dans d'autres disciplines. Et donc la classe inversée, la pédagogie active, est-ce que c'est quelque chose qui prend une part de plus en plus importante à l'université? Oui, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ce soit de la pédagogie gadget, c'est-à-dire on se rend compte aussi que certains enseignants enseignent de la même manière avec une modalité différente. Sauf que si on fait de la pédagogie active, si on choisit de faire de la classe inversée, il ne faut pas enseigner de la même façon que si on fait du cours magistral. Donc je pense qu'il y a un point très important, c'est la formation des enseignants et la construction du sens et la réflexion sur pourquoi je fais les choses, pourquoi je les fais à ce moment-là, pourquoi avec cette modalité-là. Et ça revient vraiment des fondamentaux, une espèce de routine intellectuelle par rapport à ce qu'on choisit de mettre à disposition des étudiants. D'accord. Autant le côté ludique de ce type de solution peut être pertinent parce que ça va attirer un certain nombre d'étudiants et peut-être les remobiliser alors qu'ils ont déserté l'amphi. Voilà, donc ça fait bien à un certain moment. Il faut y avoir pensé, je fais ça à ce moment-là parce que ça déserte. Je fais ça à ce moment-là, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et pour moi, il faut compléter par le point de vue de celui à qui on adresse. Et c'est le sens aussi de nos assises ici, c'est qu'on pourrait faire des assises de la pédagogie entre profs. Mais non, on fait venir les étudiants pour avoir leur point de vue sur ce qu'on est point pour eux. Et ça, c'est un point vraiment important à l'UBO, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une utopie sur ce qu'on a envie de faire, il faut au moins vérifier l'incidence de ce qu'on fait sur l'adressage de ce qu'on fait. Donc, je ne sais pas si ça répond. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des demandes particulières de la part des étudiants? Alors, on a aux assises de la pédagogie, on a des choses, par exemple en médecine, il y a 2-3 ans,
ils ont dit des choses très drôles, c'est qu'en disant ouais voilà ça y est, les diaporamas sont arrivés en fac de médecine, on n'en peut plus des diaporamas. On est, ça y est, les gens savent faire des diaporamas, les enseignants produisent des diaporamas, mais quel est le sens? Qu'est-ce que c'est qu'un diaporama? Est-ce que c'est juste une planche qui incite à la réflexion et qui supporte un discours? Ou est-ce que c'est la copie et le prof lit? Est-ce que c'est un prompteur? Est-ce que c'est un prompteur? Et donc en fait, là, il y a eu un électrochoc au moment des assises 2, je crois que c'était les deux, où un étudiant en médecine a dit bah ouais, sympa les diaporamas en médecine, mais ça commence à bien faire quoi. Et quel est le sens que vous mettez à tout ça? Et moi je trouve que c'est un moment important d'entendre des usagers dire ça. Alors c'est sans doute violent, mais on est des adultes. Monsieur Marc, vous avez complété. Oui, ou juste sur le sens en fait de ce que l'on apprend, c'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que ça dépend dans quel contexte on évolue. C'est-à-dire que si je prends des exemples typiquement militaires ou de maintenance sur le matériel, on ne demande pas aux personnes de la compréhension complète en fait des choses. Ce qu'on cherche en fait souvent à leur apprendre, c'est une certaine logique, par exemple sur le diagnostic de panne, c'est-à-dire de savoir comment dépanner. Et globalement, c'est un peu du réflexe. Alors, je ne vais peut-être pas dire action réflexe directement, mais au moins c'est des automatismes. C'est-à-dire qu'en fait, d'avoir toujours la même logique. Et globalement, la répétition, ça a du sens. Ça a vraiment du sens. Je vais juste un deuxième point sur l'engagement des étudiants. Alors, étudiants, je ne vais pas dire étudiants, c'est plutôt des gens formés par rapport à notre expérience qu'on peut avoir. C'est des retours, en fait, des retours d'expérience industrielle. Alors c'est pas directement nous, c'est-à-dire que nous on produit des choses pour une autre société qui s'appelle Nexter qui fabrique du matériel militaire mais qui vend aussi des contenus de formation pour la SNCF. Et un des retours de la SNCF en termes de retour d'expérience, c'est que quelque part ce type de contenu augmentait l'engagement des stagiaires simplement parce qu'ils retrouvaient des choses qu'ils avaient chez eux en termes de jeux vidéo. Donc quelque part, leur engagement a été beaucoup plus important par rapport à une formation classique. Sur la formation classique, théorique, quelqu'un qui parle devant eux pendant 3 quarts d'heure, ils se sont rendus compte qu'au bout de 20 minutes, il n'y avait plus personne en face. Quoi. Donc le fait de mettre en place des contenus de ce type-là, type jeu vidéo ou contenu pas forcément immersif. Alors après, on peut reparler, enfin c'est déjà des contenus techniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément du ludique, mais on peut aussi introduire, nous on appelle ça la gamification, c'est en fait introduire en fait des paradigmes qui sont dans les jeux vidéo, sur des challenges à respecter, sur des niveaux, etc. pour progresser, mais tout en restant dans un contexte de la formation purement technique. Mais retrouver en fait que les stagiaires retrouvent les modèles ou les paradigmes qu'ils ont dans les jeux vidéo qu'ils utilisent à la maison. Et on se retrouve nous face à une problématique, je dirais, de fabrication, c'est qu'on est confronté en fait à une demande de qualité en termes de, vous devez rencontrer ça aussi, de qualité de rendu graphique. Ils veulent retrouver en fait la même qualité qu'ils ont dans leurs jeux vidéo, mais sachant que les jeux vidéo tels qu'on trouve sur le marché, ça coûte des millions d'euros. Donc on se retrouve confronté à une problématique de production qui n'est pas forcément très simple à résoudre. Si je puis me permettre d'ajouter juste une chose, là, ce qu'on entend là aussi, c'est la nécessité de variété. C'est-à-dire que c'est pas seulement le fait d'apporter du numérique pour du numérique, c'est de changer de modalité et de surprendre, de surprendre l'apprenant et de sortir d'une forme de routine et d'être en mesure on ne mangerait pas tous les jours des coquillettes au beurre. C'est pareil pour l'enseignement. Le côté surprise. Intervenants, on a parlé des avantages de ce type de solution numérique. Mais je sais qu'il y a des freins souvent au déploiement, bien sûr il y a des freins financiers. Est-ce que vous avez des conseils, est-ce que vous avez identifié des freins à leur déploiement? Monsieur le professeur Dair, je ne sais pas si vous aviez... Il y a 2 gros freins, le premier c'est le temps, le deuxième c'est l'argent. Ouais. Le temps des formateurs qui accompagnent ou des gens qui développent? Le temps juste de le développer. Parce qu'on a tous des métiers, à part et donc... Et puis l'argent en dehors de nos ententes avec Virtualis qui sont d'abord top secret et puis qui sont excellentes. Pour certains autres jeux vidéo, c'est quand même des enveloppes qui sont monstrueuses, qui sont de l'ordre de 50 000 € par scénario, je vise personne. Pas forcément vous, mais d'autres concurrents.
Et ça, c'est totalement inatteignable, totalement inutilisable pour des universités. Pour des budgets propres à l'université, Voilà. en formation initiale. 50 000 €, ça doit être le budget de fonctionnement de l'UFR médecine à l'année. Donc c'est même moins que ça, je crois que c'est 35 000 € de budget de fonctionnement, sans compter les locaux bien entendu. Donc un scénario à 50 000 €, c'est inatteignable. Il y a effectivement aussi la problématique de coût, effectivement, mais alors globalement, les gens qui développent ça, des gens comme nous, on fait de l'informatique, donc on n'a pas forcément la compétence métier du domaine. Donc nous, on n'a aucune compétence particulière dans le médical, donc ça signifie aussi qu'en termes d'investissement pour le client, il faut que lui aussi s'investisse dans la transmission de la connaissance qu'il doit introduire dans le contenu de formation. Donc c'est pas seulement, je dirais, en termes de coût, simplement la facture que vous allez recevoir de développement, mais c'est aussi, il faut prendre en compte l'investissement que vous allez devoir faire personnellement, alors pas vous personnellement, mais au moins de mettre des personnels compétents qui vont transmettre l'information, parce que les développeurs, ils sont pas forcément spécialisés en médecine. Moi je parle de Charles Leclerc ou d'avion, ils sont pas du tout spécialistes de ce type de métier. Donc il y a aussi cette contrainte d'apporter la connaissance métier qui peut être problématique et aussi source en termes de délai qui peut être problématique parce que les gens arrêtent le développement parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations ou l'information a été mal interprétée. Donc c'est pour ça qu'en termes de processus de fabrication, c'est aussi important de prendre en compte ce type de choses et de bien identifier en fait la façon dont l'information va être transmise aux gens qui vont développer les contenus. Ce qui va peut-être différencier un petit peu nos deux sociétés, c'est quand on est spécialisé dans la santé, au sein de nos équipes, nous on a des médecins, des pharmaciens. Donc vous avez fait un choix fort, effectivement. Voilà, nous on choisit la transversalité avec les risques que ça comprend. Qui fait que du coup on accélère le déploiement étant donné qu'il y a simplement une transmission d'informations qui du coup, et après c'est vu en interne pour passer ça aux développeurs. C'est une autre façon de faire. Par contre, de votre côté, je pense que vous êtes obligé d'avoir des spécialistes dans le milieu médical au sein de votre société pour prendre en compte les contraintes métiers. Des consultants, au sein de la société, des chefs de projet qui sont des professionnels de santé. Et après, bien sûr, des projets viennent de professionnels de santé, que ce soit du CHU ou autre, qui après discutent avec nos chefs de projet et conduisent le projet. Dès qu'il y a une question, un point de détail à compléter, on saurait faire aux professionnels de santé mandatés. Mais voilà, c'est vrai que l'avantage d'avoir ce type de professionnel en interne, c'est qu'on gagne en efficience. Une question Pas forcément. Non, c'était pas tout à fait une question, c'était pour faire part aussi du fait que dans les IFSI, puisque je suis formatrice en IFSI à l'IFSI de la Croix-Rouge, que ça, et puis à l'IFSI du CHU aussi, ça gagne, c'est un peu comme la Bretagne, ça vous gagne, mais la simulation, ça gagne aussi du terrain dans les IFSI, et la semaine dernière, on était en formation en Belgique, à Namur, où il y avait un groupe de travail qui rassemblait de nombreux formateurs IFSI et des encadrants de terrain aussi, et qui faisait état de ce dont vous avez parlé tout à l'heure sur le retour des étudiants, sur leur... quand on compare ceux qui sont formés, il y a par exemple le groupe, ceux de l'IFSI d'Annecy et ceux de Saint-Étienne ont déjà fait plusieurs recherches là-dessus sur comment ça bénéficie aux étudiants. Et c'était vraiment très très intéressant. Et on a parlé aussi en Skype avec Yvan Simoneau, qui est à Sherbrooke, et qui, eux, ils ont déjà une décennie d'avance sur nous. Et c'était hyper intéressant. Et tout à l'heure, comme on parlait du temps, vous parliez et de l'argent, le temps, surtout le temps avant, pour la création du jeu et tout ça. Et on n'a pas beaucoup parlé ici du temps accordé après, la formation qui est nécessaire pour les formateurs, à la capacité à organiser le débriefing et le temps que ça prend aussi. Après, je me disais peut-être que c'est idiot de dire ça, parce que de toute façon, les TD, on doit les faire avec les étudiants pour les accompagner dans l'apprentissage de leur métier, mais le temps, il est important au moment de la création et au moment d'utilisation, parce qu'en fait, l'important, c'est pas de jouer, c'est aussi toute la réflexion que ça amène sur... et c'est pas comment on fait l'action, c'est pourquoi on fait l'action et comment on est arrivé à cette action, bien sûr, mais pourquoi on l'a faite, quoi.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça dépend peut-être du contexte. Oui, Forcément. oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément tout le temps besoin d'avoir une compréhension très fine des choses. Alors, en fait, nous, l'objectif, il est là-dessus. Enfin, l'objectif d'apprentissage, il est là-dessus. Donner du sens à l'action. Le relier aux problèmes de santé. Je ne fais pas quelque chose parce que c'est comme ça, ou en tout cas quand on est infirmier, pas parce que c'est comme ça, pas parce qu'on l'a toujours fait, pas parce que c'est prescrit. C'est chercher à développer chez l'infirmier justement tout ce qui est rôle propre, parce que c'est ce qui ferait la différence entre un infirmier réflexif. C'est du savoir-être en fait, savoir-être Voilà, par rapport à une situation. Contextuelles, des capacités relationnelles, etc. Mais là, on apprend autre chose que le cœur du contenu. Quoi. Enfin, moi, je parle pour ce que je fais, c'est des formations techniques. Oui. Donc, généralement, c'est des choses extrêmement procédurales, des checklists, des cartes de travail. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement faciles à scénariser parce que c'est extrêmement linéaire. C'est-à-dire qu'on s'écarte très peu de ça parce que justement, la demande en termes de formation, c'est bien ça, c'est que les gens respectent les procédures. Je prends l'exemple de l'aéronautique. Il est strictement interdit de s'écarter de la procédure. Oui, mais en même temps, ils sont aussi dans le comprendre pourquoi, parfois, quels sont les facteurs qui font que on est amené à s'écarter des procédures. La tunnelisation. Il peut y avoir un risque. Je prends l'exemple de l'aéronautique. C'est que, en fait, les maintenanciers, ils avaient une tendance en fait, à créer ce qu'ils ont appelé les black books. C'est en fait des procédures parallèles par rapport à la procédure officielle définie par le constructeur de l'avion, qui facilitaient en fait les choses. C'est globalement ils gagnaient du temps. Ils enlevaient quelques opérations par-ci par-là, et en fait, il s'est passé des incidents sur les avions. Donc après, quand il y a un incident sur un avion, il y a une enquête qui est faite par, en France, il y a la DGAC qui s'occupe de ce type de choses. Et donc ils ont constaté effectivement que les maintenanciers ne respectaient pas la procédure exactement décrite par le constructeur, et en plus qu'ils avaient écrit à côté des procédures. Donc actuellement, en fait, la façon dont c'est fait maintenant, c'est-à-dire que quand on va faire l'opération de maintenance sur un avion, on va sur un PC qui est dédié à ça avec une imprimante, et on imprime à l'instant T, au moment où on va faire l'opération, imprimer la procédure à exécuter. Et après, une fois qu'on a fini, on va acheter le papier, donc comme ça. Mais donc l'objectif est bien de respecter complètement un objectif, et surtout pas justement d'essayer d'explorer à côté, faire des choses à côté. Donc c'est pas tout à fait. Enfin, dans certains cas, c'est pas forcément ce type de. Parce qu'à un moment donné, des gens ont cherché à comprendre pourquoi certaines personnes étaient amenées à. Oui, mais ça dépend de l'objectif de cette personne-là. Si l'objectif c'est de gagner du temps, c'est pas forcément simple pour l'opération de maintenance. C'est-à-dire qu'il prend un risque en fait je sais pas, il démonte pas quelque chose ou il ne sert pas correctement quelque chose parce que ça prend plus de temps. S'il ne le fait pas, ça va peut-être créer un incident dans l'avion. Et c'est ce qui est déjà arrivé. Donc ça dépend un peu du contexte. Quoi. Effectivement, dans certains cas, des formations il faut comprendre ce qu'il y a derrière, savoir se comporter d'une certaine façon dans la formation, mais dans certains cas, ça peut être il faut que ce soit extrêmement procédural, et ne surtout pas s'écarter de la norme. En tout cas, sachez que sur le secteur infirmier, on est vraiment surpris vu la dynamisme autour de la simulation et de la simulation numérique. On est extrêmement sollicité par les IFSI. Là, le collectif des IFSI d'Aquitaine nous a sollicité à l'initiative du CEFIEC pour créer une collection de cas cliniques pour la région Aquitaine, financée par le conseil régional. Oui, c'est parce qu'on est tous financés en ce moment. À nous, il y a un an, on avait entre guillemets de l'argent à utiliser parce que. Et c'est ça qui pousse aussi à. Ça crée une dynamique, c'est normal. Et puis, voilà, cette collection de cas cliniques va être du coup portée sur Mediactive. Et l'objectif de ces IFSI d'Aquitaine, c'est d'avoir un retour sur investissement avec les autres IFSI qui vont acheter ces cas. Et du coup, l'investissement important initialement va revenir au fur et à mesure. Et on pourra l'utiliser. Personnellement, je trouve un petit peu regrettable tout ce facteur financier, commercial. Ça a transpiré pendant ce groupe de travail la semaine dernière. Parfois, c'était presque un peu puant, je vous dirais. Parce que c'est pas mon esprit. Ça, c'est pas l'esprit. Enfin, c'est peut-être parce que je suis de la génération des 80 et quelques, mais dans mon esprit, le partage, il n'était pas d'un service à l'autre ou d'un établissement à l'autre. C'est quand même l'objet aussi des recherches. C'était de partager. Mais maintenant, c'est vrai que le compagnonnage
devient de plus en plus compliqué. Le numerus plus a tendance à... les discussions font qu'il augmente. Pas forcément un formateur par apprenant. Il y a les classes augmentent. C'est compliqué, donc le numérique fait partie de ces solutions pour y pallier. Maintenant, c'est des solutions coûteuses. C'est clair. Avant, on envoyait un mail, on téléphonait, il y a 5 ans quand j'ai commencé, je téléphonais dans un IFSI de la Croix-Rouge et demandais, tiens, où t'en es, comment tu fais pour ta stratégie, est-ce que tu as des cas concrets, on faisait des échanges. Maintenant, on a bien vu au workgroup l'autre jour, soi-disant, on a un endroit où on va partager, mais on sait très bien que dans la théorie, tout le monde a envie de partager. Mais dans la... Ce qu'il ne faut pas oublier non plus dans les histoires de coûts, c'est que non seulement il faut investir beaucoup au début, hein, donc un scénario ça vaut très pas cher, mais on sait aussi que dans 3-4 ans, il va falloir le changer. Oui. Et c'est là la limite du partage. Donc il va falloir que celui qui a sorti le chèque la première année ressorte le chèque quelques années plus tard pour faire... C'est là la limite du partage. Avec ces enveloppes-là, le partage est quasiment impossible. Quelque part, c'est une reconnaissance du travail intellectuel aussi. C'est même pas une question de reconnaissance du travail intellectuel, c'est juste une question de survie. Oui, mais parce qu'il y en a qui travaillent dessus. Donc il faut les rémunérer. Non, c'est juste une question de survie. Par exemple, nous, je crois, tous nos simulateurs, ils ont coûté énormément d'argent, il n'y a aucun problème pour faire venir tout le monde et les former gratuitement. Sauf que chaque fois que quelqu'un vient l'utiliser, il s'use. Chaque fois qu'il s'use, il faut assurer la maintenance. Un jeu vidéo, c'est exactement la même chose. Il ne va pas s'user, le jeu vidéo. Mais par contre, il ne va pas évoluer en même temps que les machines. Et après, les normes vont changer. Juste les petits scénarios tout simples de massage cardiaque, la norme, elle va changer dans 3-4 ans. Donc il faut le rechanger, donc il faut remettre la main à la poche. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas partager, on n'est pas dans un monde où le partage est aussi simple que ça. Parce qu'il faut assurer la maintenance par derrière. L'évolution et surtout la perte d'actualité de ces techniques, c'est un vrai point important. Dans le cadre du développement, je reprends l'exemple de la plateforme éducative où voilà, l'idée étant qu'on puisse donner, on va dire, un ranking, c'est-à-dire donner une note au cas plus pertinent. Après, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que j'ai un cas avec plein de médias dedans, il est aux dernières normes, il va monter dans le classement. Par contre, j'ai mon cas qui est vieillissant, les gens vont peut-être mettre des commentaires en disant il n'est plus à jour votre cas, c'est pas bon, et il va baisser dans le classement. Du coup, il va être moins acheté, du coup, il va moins avoir de retour sur investissement. Et ça force aussi l'auteur à le retravailler. Alors là, on est sur un outil autonome de création, donc on peut le reprendre quand on veut, le mettre à jour et le modifier un petit peu pour qu'il affiche les bonnes pratiques, le dernier lien à MSM, le dernier lien à HAS, etc. Donc c'est aussi l'avantage, et ça fait partie de cette plateforme collaborative, cette plateforme éducative. Ça a été intégré, c'est une vraie question qui a été poussée et réfléchie. Mais juste une dernière chose, pour répondre à professeur Maire, vous êtes directeur d'un CESIM, votre équipe ou le CHU est propriétaire d'un CESIM. Donc c'est vrai que de produire des scénarios, de les vendre, de les remettre à jour, c'est une façon de faire perdurer le CESIM. Mais quand je disais que parfois c'était je trouvais ça un peu dur, c'est quand ce sont d'autres équipes qui, par exemple, nous dans les IFSI, on contribue à créer des scénarios et je trouve qu'on était plusieurs à se dire que ce serait bien qu'entre nous on échange et que là c'est pas une question de survie en lien avec un CESIM, c'est juste un partage de pratiques, quoi. Et que ça se fait de temps en temps. C'est l'évolution. Est-ce qu'il y avait des questions peut-être dans le public sur ces premiers freins qu'on a soulevés, budgétaires, de temps, peut-être qu'il y en a d'autres d'ailleurs qu'on peut identifier. Je ne sais pas d'où ça vient. Pas de questions particulières? Non? J'ai peut-être une question, c'est un point dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous parliez d'évaluation du savoir, du savoir-faire, on entend bien. Effectivement, le savoir-être, puisque vous en avez parlé aussi, quels sont les critères qui vous permettent, vous, dans les jeux que vous développez, de mettre un score à un savoir-faire? Sur quels critères? Être. Un savoir-être, pardon.
Le savoir-être, en fait, nous, on va industriel avant tout. On va répondre à une demande, à un objectif pédagogique. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt à vous de poser ce type de questions sur voilà, comment vous voulez évaluer. Après, nous, de toute façon, la solution numérique, on la développe, on l'adapte pour vous. Au niveau du savoir-être sur ce type de situation, on va plutôt le retrouver sur des simulations numériques avec des casques de réalité virtuelle. On va être dans un environnement où on va, je sais pas, devoir trier des patients, etc. Et puis l'enseignant qui est autour de vous va pouvoir vous évaluer. Est-ce que vous faites ça un petit peu vite, est-ce que vous êtes dans un jeu vidéo et tout, même si l'immersion est très forte, vous ne vous sentez pas vraiment au CHU. Donc c'est aussi, surtout le travail de l'enseignant de coacher sur ces aspects. Peut-être, Madame Archéry, si vous aviez une question sur ça, serait un point sur le savoir-être. La notion de savoir-être, moi je la corrèle beaucoup à la mise en scène de soi. C'est-à-dire que dans un certain environnement, on va se mettre en scène parce qu'on sait que l'attente du formateur est celle-là. Donc c'est ce qu'on appelle le métier d'élève. On l'apprend tous depuis qu'on est tout petit, ça, le métier d'élève. Et on se conforme à ce qu'on imagine que l'autre attend de nous. Et je pense que le jeu peut avoir des incidences et des biais très forts par rapport à des attentes supposées par le concepteur du jeu, des attentes supposées par le formateur qui utilise le jeu. Enfin là, on rentre dans un système de poupée russe et on rajoute des degrés en plus. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des résultats de recherche et des résultats d'entretien qu'on a pu mener. C'est que la notion de mise en scène de soi par rapport à un jeu, par rapport à un environnement numérique est encore plus accrue que dans une relation pédagogique sans l'intermédiaire du jeu. Parce qu'il y a donc en termes de savoir-être, les biais sont importants. Mais pour d'autres, moi j'entends vraiment bien, pour tout ce qui est procédural, ça doit être extrêmement efficace. C'est très économique et presque écologique, ça va beaucoup plus vite, quoi. Mais pour d'autres objectifs pédagogiques, il y a vraiment une réflexion à mener et savoir quelle est la meilleure modalité pour l'objectif qu'on se donne. C'est ça la réflexion. C'est pas utiliser la dernière invention à la mode parce que c'est pas la mode. Surtout que pour tout ce qui est savoir-être, etc., on pourra en discuter, mais en fait, il faudrait que l'informatique évolue un peu aussi vers ce qu'on appelle, maintenant, on commence à en parler, l'intelligence artificielle, donc avoir des systèmes qui soient capables de raisonner, qui soient capables de dialoguer. Donc vous avez évoqué le dialogue, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est relativement scripté, enfin ce qu'on appelle scripté. Non, il y a une part. Après, on ne va pas rentrer dans la technique, mais on va. C'est un arme de décision, oui, quand même. Mais globalement, en fait, il faudrait qu'on ait quand même des systèmes qui soient capables de dialoguer avec nous pour commencer à être dans le savoir-être. Et là, on est très très loin de ça. Vraiment très très loin. Après, c'est toujours un contexte, un corpus de connaissances bien défini sur lequel le moteur peut effectivement répondre correctement et encore, quelquefois, on ne peut pas forcément correctement. À moins de faire quelque chose d'extrêmement arborescent, en fait, un arbre de décision tout à fait prédéfini, à ce moment-là, on arrive à quelque chose qui peut être cohérent, mais dès qu'on essaie d'avoir quelque chose de plus compliqué, l'informatique ne suit plus. On n'a pas actuellement les moyens de faire ça, ou ça commence un peu à venir avec ce qu'on appelle le machine learning, ou le deep learning, etc. Mais après, mettre ça en œuvre, c'est autre chose. Est-ce qu'on avait peut-être une dernière question? Non. Bon, écoutez, je vais vous remercier.